Donc, Maxence, où est-ce Yes. qu'on est? Là, on est sur la Côte d'Azur. Ah, dans quelle ville? On est à côté de Nice. Donc, on est sur la Côte d'Azur. Pour vrai, c'est ma première fois à Nice. Je suis déjà amoureux de la ville. Le C'est la climat, dernière. c'est sûr, c'est pas la dernière. Le climat est extraordinaire. La bouffe est bonne, très bonne. La qualité de vie aussi est très bonne. Et en plus, il y a des pépettes et de l'oseille à faire en immobilier. Alors pour moi, c'est pas mal le combo parfait. C'est pour ça que je suis là. Explique-nous où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va aller regarder. Là, on va venir visiter un de mes projets. Ça fait 1 an qu'on a aménagé ici. Et là, on a lancé pour 4 projets ici. Et là, c'est le 2e projet qui est sur la fin. On est en train de tout revendre le mois prochain. Et là, je vais te montrer comment générer 250 000 € sur ce petit projet. Tu aurais pu commencer par ça. C'était Ouais, vraiment un j'avoue. meilleur coup. On aurait dû commencer par ça. J'avoue. Du coup, comment générer 250 000 € sur un projet d'achat-revente, ce qu'on appelle communément un flip. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on est en train de faire là, c'est vous montrer un autre aspect de l'immobilier, pas seulement le côté chiffre derrière un chiffrier où est-ce qu'on fait les calculs, mais aussi la réalité du terrain avec des gens qui font des vraies transactions, qui génèrent des vrais profits et en plus qui vous montrent comment le faire. Alors restez connectés, on vous montre tout ça tout à l'heure. Yes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour du monde de l'immobilier dans lequel j'interviewe différents acteurs de l'immobilier dans différentes villes, dans différents pays. Aujourd'hui, on est sur la Côte d'Azur avec Maxence. Comment ça va, Maxence? Ça a été à la forme. Très bien, très bien. Écoute, Maxence, ça fait seulement quelques heures que je suis ici et je suis déjà, comme on dit, en amour avec la Côte d'Azur. Tout ce que j'en sais, c'est McGregor qui débarque avec une Bugatti sur son yacht quand il vient se garer. Yes. Mais honnêtement, au-delà de ça, le climat est super bon, Ouais. on y mange super bien, on a des gens super intéressants et en plus, il y a de l'argent à faire. Exactement. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. C'est pour ça que je suis là. Tu vois. Top, top. Écoute, ce que je propose qu'on fasse, c'est que tu puisses te présenter, Ouais. dire à mon audience un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton histoire et ton parcours. Ok. Puis après, on entrera dans les sujets qui les intéressent tous, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut faire de l'argent sur la Côte d'Azur tout en ayant du plaisir et tout en s'enrichissant, Yes. tout en aussi en parallèle en ayant une vraie œuvre sociale pour la ville. C'est important, c'est important. Moi, je m'appelle Maxence, j'ai 33 ans, j'ai commencé à investir début de la vingtaine. À la base, je suis dans le bâtiment, donc j'ai quitté l'école vers 15 ans. Bouh. Je n'étais pas du tout adapté au système scolaire. Et après, j'ai repris un peu mes études en alternance. Mais c'est vrai que le format un peu initial où on était 100% du temps à l'école, ça ne me plaisait pas. Donc, à 15 ans, je commence à bosser et beaucoup dans le bâtiment. Je travaille le week-end, un peu au black, tout ça, pour te faire un peu d'argent. Donc, c'est ce que je commence à faire. Ça veut dire la prescription d'ici. C'est trop vieux. C'est bon. Et en fait, c'est là où, à un moment, je rends compte, parce que je ne suis pas du tout issu d'une famille ni entrepreneur ni investisseur. Donc, je n'avais pas forcément ces codes et ces automatismes. Mais j'ai le père d'un pote, un peu mon père riche, tu vois, comme de Robert Kiyosaki, qui me dit Max, au lieu de bosser le week-end pour les autres, je t'achète une ruine, tu la rénoves pour toi. Et en fait, c'est là où j'ai appliqué bêtement. J'avais 700 € sur le compte à l'époque. J'ai acheté mon premier bien. Ce qui est bien en France, c'est qu'on peut investir même si on n'a pas d'apport. Donc, toutes mes premières, comme on disait tout à l'heure, toutes mes premières opérations, je les ai achetées financées à 100% par la banque, les travaux, frais de notaire, acquisition, tout ça. Excuse-moi, juste pour préciser pour tout le monde, tu sais, quand on parle d'apport, on parle ici de la mise de fonds. Ah oui, pardon. Je parle souvent de l'ABC de l'immobilier, donc A pour l'apport ou la mise de fonds, le B, le bureau de crédit, le C, la capacité d'emprunt, qui sont les 3 éléments dont on a besoin pour investir au Canada. C'est ça. Ce que tu nous dis, c'est qu'on est, à l'époque, c'était encore le cas, tu pouvais investir ici pour ta première acquisition sans apport, sans mise de fonds. C'est ça. En fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'en France, c'est parfait si tu as envie de démarrer. Au Canada, c'est bien si tu as envie d'exploser. Pour moi, c'est à peu près, tu vois, les deux mondes, même si en introduisant des compétences que j'ai acquises au Canada, je les réintroduis ici en France et tu arrives à bien t'en sortir. Mais en gros, voilà, tu peux investir comme ça. Donc, j'ai fait une première opération d'achat-revente, de flip immobilier, du coup, comme vous dites au Canada. Et parce que en France, on ne peut pas refinancer un bien dès qu'il prend de la valeur, à l'inverse du Canada. Et c'est pour ça qu'au Canada, on peut vraiment exploser. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti aussi à un moment. Et donc voilà, première opération, ça fonctionne. Là, le banquier est content parce que dès que tu arrives, tu n'as pas d'argent. J'avais eu 6 ou 7 refus bancaires, je crois, pour avoir le financement. J'en ai eu un, c'était un jeune, il m'a dit allez, vas-y, exceptionnellement, c'est genre, je te fais une fleur. Quand tu reviens avec un peu plus d'argent, il est content. Donc il me refinance, puis il me refinance, il me refinance, et ainsi de suite. Jusqu'à un moment où j'avais plus besoin de mon job pour en vivre. Et je gagnais plus d'argent avec l'immobilier. Donc j'ai arrêté cette activité, mon activité pro du bâtiment, maçon.
Et je suis parti dans l'IMO. Dans l'IMO, j'ai créé plusieurs business sur Lyon, parce que je suis originaire de Lyon. Une agence immobilière qui proposait des produits clés en main à des investisseurs, donc un peu ce que je faisais, et du coup, je pouvais le dupliquer. Une société de marchand de biens, où je continue à faire l'achat-revente, mais d'un point de vue professionnel, et également une société de formation et d'accompagnement pour se lancer dans l'immobilier en France. Pour préciser un peu les choses, est-ce que tu sais nous expliquer c'est quoi l'achat-revente? Ouais. On parle souvent de flip au Canada, mais ce serait intéressant que tu puisses expliquer à mon audience c'est quoi une opération d'achat-revente et c'est quoi la différence entre ça et une stratégie plus classique, comme on parle de buy and hold, de détention à long Ok. terme. En fait, je pense que ça dépend de la vision qu'on a de l'immobilier. Si notre but, c'est de se créer un patrimoine, voilà, on n'a pas besoin d'argent pour vivre, on aime bien son job et on n'a absolument pas envie de le quitter, acheter, garder, louer, c'est très bien. On se crée un patrimoine pour ses enfants et ainsi de suite. C'est super. Moi, je voulais vivre de l'immobilier. Donc, comme on en discutait aussi ce midi, c'est pas avec 50, 100, 200 euros de cash flow par mois. Il faut que j'en ai 10, 20 peut-être de biens pour commencer à bien en vivre, mais la banque ne va pas me suivre sur 20 opérations. Et du coup, c'est là où on arrive, où on se dit, bah, maintenant, surtout à l'heure actuelle, c'est plus difficile en France de vivre de ses loyers. Donc, l'achat-revente, c'est intéressant. Parce que l'achat-revente, c'est le même temps, grosso modo, de recherche, d'acquisition, de travaux. Et in fine, au lieu de le louer, ben, on va le revendre. Sauf qu'on va récupérer 50, 100, 200, 500 000 euros de plus-value tout de suite. Et on ne va pas attendre 25 ans. Et c'est important qu'on en parle parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui présentent l'immobilier comme étant une game de cash flow. Oui, il y a du cash flow dans l'immobilier si on fait des stratégies un peu plus avancées comme la location courte durée, des love house, Ouais. ou finalement, c'est plus réellement de l'immobilier, mais c'est plus de l'hôtellerie où on offre une expérience et non un logement. Mais quand on regarde l'immobilier de façon simple, c'est acheter un bien avec l'argent des autres, à savoir la banque, Ouais. et ce montant est tranquillement remboursé par un locataire afin que la dette, elle baisse pendant que le bien prend de la valeur. C'est ça. Sur ce modèle d'immobilier, les cash flows sont inexistants, Ouais. voire faibles. Et même quand ils sont faibles, on s'entend que le jour où tu as une fenêtre à remplacer, ton cash flow de 100 Exactement. euros tous les mois sur les 12 derniers mois vient de disparaître. Ouais. Et c'est pour ça qu'au Canada, la manière réellement de vivre de l'immobilier, c'est par exemple en allant chercher l'argent du refinancement, qui n'est rien d'autre que finalement ce que tu fais, qui est de vendre la propriété. Ouais. La seule différence entre le Canada et la France, c'est que ici, tu revends la Ouais, propriété je le revends directement. Ouais. pour aller chercher ton profit, alors que nous, on va refinancer Ouais. pour aller chercher 80, Absolument. 85% de la nouvelle valeur, sortir de l'argent libre d'impôt pour en vivre. C'est ça. Est-ce que j'ai bien compris Ouais, finalement? franchement, c'est ça. Et c'est vrai que en France aussi, il y a ce point de vue locatif. Et encore dans le locatif, il y a deux. Il y a soit le locatif passif, où là, bah, c'est ce qu'on disait, le gars, il se crée un patrimoine et il ne veut pas en entendre parler. Soit tu vas avoir le locatif actif, location courte durée. Du coup, tu vas travailler dans ta location pour essayer de gagner un peu plus, mais quitte à travailler autant que je travaille pour de l'achat-revente parce que j'ai gagné plus. En fait, c'est juste après un choix, une métrique à faire où les gens ont l'impression que c'est plus simple de faire du locatif, de la location courte durée. Pour moi, c'est plus simple de faire de la revente parce qu'on revend et terminé, en fait. On n'en entend plus parler. Et ça a beaucoup à voir avec où est-ce que tu en es dans ta carrière Ouais. d'investisseur, où est-ce que tu en es dans tes finances. Celui qui débute, qui veut vivre de l'immobilier, ne pourra pas vivre de l'immobilier à court terme avec des loyers, avec du locatif classique. Tu pourras en vivre si tu fais la location courte durée, ou sinon, il faut que tu ailles faire de l'achat-revente, des refinancements, parce que c'est là que tu vas générer du cash, mais plus de façon active finalement que passive. Ouais. Parfait. Tu vois, pour imaginer ça, j'ai aussi une activité qui accompagne des personnes pour se lancer dans l'achat-revente en France. Et je pense à Sandra, qui est une participante, là, ça fait quelques mois qu'elle nous a rejoint. Elle hésitait à l'époque où je l'ai eu au téléphone entre le locatif et l'achat-revente. Je lui ai dit, c'est quoi ta vision? Elle avait 3 mois où son CDD, donc son contrat à durée déterminée, s'est terminé, pour trouver une nouvelle activité profitable. Je lui ai dit, bah, clairement, je ne peux pas faire du locatif, tu vas peut-être gagner 200 balles, mais là, tu gagnes quoi? 1500, 2000? Pas possible. Elle intègre le truc, on l'accompagne, elle fait 120 000 euros de marge en l'espace de 6 mois. Et c'est là où tu gagnes de l'argent. Et on va en parler tout à l'heure de ton organisme de formation pour justement accompagner les gens qui veulent se lancer, parce qu'encore une fois, ce que j'ai constaté chez toutes les personnes qui ont réussi, peu importe que ce soit dans quoi, c'est vraiment basé sur avoir la bonne formation, donc la bonne information, avoir les bons contacts, donc savoir qui contacter pour faire des activités de la bonne manière, mais surtout avoir le bon entourage. Et c'est ce que tu fais à travers ton coaching en t'assurant de leur donner les bons conseils pour que justement, ils puissent apprendre de ton expérience et aller beaucoup plus vite finalement. Complètement. C'est le but.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un peu la même chose, mais on fait la même chose, mais sur des marchés différents. Ouais. Et pour rebondir là-dessus, je vais vous partager une histoire assez personnelle. Sur les 2 derniers mois, j'ai perdu plus de 17 kilos. Et je te dirais que depuis aujourd'hui, je pèse moins que quand j'avais 25 ans. Ouais. Et mon objectif, c'est d'être dans mon best shape à 40 ans, d'être dans un meilleur shape à 40 ans que quand j'avais 25 ans. Et j'ai essayé énormément de régimes. Et il n'y a jamais rien qui a fonctionné. Okay. Et là, maintenant, j'ai vu des résultats drastiques en 2 mois parce que je suis allé me chercher un coach. C'est ça. Et même pas un coach, je suis allé me chercher 2 coachs. Il y a Jay qui m'aide au niveau de tout ce qui est cardio et conditionnement physique. Et il y a Jordan qui m'aide au niveau de tout ce qui est nutrition et renforcement physique. Et ça fait une différence monstrueuse. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui aujourd'hui ont envie de vivre de l'immobilier et ne savent pas forcément par où commencer en termes de stratégie, mais aussi en termes d'accompagnement? Bah, moi, pour rebondir à ce que tu dis, je suis un des plus gros consommateurs de coaching, de mastermind, de choses comme ça. Encore, il y a 3 semaines, j'ai payé un nouvel accompagnement 36 000 € sur l'année juste pour faire du networking avec des personnes qui sont assez importantes. Donc, quand je suis arrivé au Canada, on en parlera un petit peu tout à l'heure, premier truc que j'ai fait, je ne connais pas l'immobilier, boum, je prends un mastermind et je me forme. Et pour moi, c'est la base, c'est pour ça aussi que je le fais, parce que même au-delà d'accompagner les autres, ça nous aide aussi. Pour moi, tu l'as bien dit, dès que j'ai envie d'avoir un résultat, j'analyse une personne qui l'a eu, ou ça fit, je me dis ça pourrait être mon pote, parce que c'est sûr que si tu ne peux pas te le voir, il va me dire quelque chose, je ne vais pas l'écouter, tu vois. Donc il faut que ça fit, et à partir de là, je l'écoute, et je me dis, ok, il a des trucs à m'apprendre, je vais apprendre, et après tu essaies de t'upgrade un petit peu comme ça, et de trouver une personne qui est encore plus élevée, parce que tu as atteint les résultats où tu voulais arriver en étant avec cette personne, et ainsi de suite. Donc moi, je suis un des très gros consommateurs aussi d'accompagnement, de coaching, de choses comme ça, parce que pour moi, c'est l'autoroute pour aller vraiment le plus vite possible à tes résultats. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai interviewé 5 personnes qui sont tous des entrepreneurs et dans le domaine de l'immobilier. Il n'y en a pas un seul que j'ai rencontré qui ne m'a pas dit la même chose. Ils m'ont tous dit la même chose. Si tu veux aller vite et surtout arriver à destination, il faut que tu trouves des gens, exactement comme tu l'as dit, avec qui tu as un bon fit. On se connaissait, on ne s'est pas rencontrés avant aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait durer comme ça pendant 5-6 heures toute la journée. Il faut qu'il y ait un bon fit. Ça vous donne envie de travailler avec quelqu'un qui peut être votre pote, avec qui vous avez envie de passer du temps. Il faut que la personne ait fait ce que vous voulez accomplir. Idéalement, j'aime souvent dire au moins qu'il ait fait 10 fois ce que vous voulez accomplir. Tu es rendu à combien d'opérations à date aujourd'hui en termes d'achat-revente? Si on prend… Moi, ce que j'aime, ce qui est intéressant, parce qu'après, ça va faire partie de mon parcours, mais là, en un an, on est revenu sur la région, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, mais là, on était à quasiment 5 millions en l'espace d'un an de réaliser. Parfait. Donc, si tu veux faire un 500 000, va voir quelqu'un qui a déjà fait un 5 millions. Assure-toi d'avoir un bon fit avec lui. Puis aussi, regarde le résultat de ses clients. Tu viens de parler de Sandra, qui était une personne qui se cherchait, qui aujourd'hui, elle a trouvé sa voie. Elle est convaincue. Et je pense pas qu'elle va aller acheter du locatif demain. Elle est convaincue. Ça me fait penser à Mickaël, qui est un de mes clients, qui a acheté un triplex dans Hochelaga, où est-ce qu'on est en train de mettre plus de 200 000 de rénovation. Au fait, c'est un peu de l'achat-revente, mais comme on l'a dit, où est-ce que le but, c'est de refinancer pour récupérer son argent et recommencer l'opération. Il a un condo en centre-ville de Montréal où est-ce qu'il fait du Airbnb. C'est des gens où est-ce qu'on a littéralement vu leur vie changer. Ce que j'aimerais qu'on parle, c'est un peu expliquer aux gens à quel moment tu as eu ce déclic de te dire, OK, là, j'ai trouvé mon chemin, ma vie va changer si je suis ce chemin-là, qui est notamment l'achat-revente. Moi, c'est quand j'ai remarqué combien je pouvais gagner par rapport au temps et énergie passée versus mon ancien job. Ou mon ancien job, en plus, je travaillais en déplacement parce que je pouvais gagner un peu plus. C'était pas non plus énorme, mais je gagnais un peu plus. En gros, je gagnais 2000, 2005 ou 2008. Donc, je me levais à 4h30 tous les matins. Je rentrais le soir à 19h. Et tout ça pour ce salaire-là. Et en plus, j'essaie de bosser le week-end pour gagner un peu plus d'argent. Une opération d'achat en vente, je fais 50 000, ça fait 2 ans de salaire. J'ai bossé, c'est moi qui ai rénové un petit peu et tout, mais je me suis dit, laisse tomber. Deuxième opération, 70 000. En l'espace de 2 ans, je fais 120 000. 6 ans de salaire. Je me suis dit, bon, bah, le choix est vite fait. Et la question est vite répondue. Exactement. Et du coup, c'est là où tu te dis, bon, bah, je continue là, je kiffe plus. C'est moi qui maîtrise ma vie aussi. Je ne bosse plus pour quelqu'un où je réussis à faire ses propres objectifs. Là, c'est mes objectifs. Et du coup, je n'ai pas de limite. Donc, en fait, je fais ça pendant quelques années, créer des business. Après, je suis parti, je me suis expatrié un petit peu. Parce que, comme on disait ce midi, j'étais à l'époque un peu comme un enfant pourri gâté. Parce que c'est vrai, quand on est en France, on l'est. De se dire, ah mais non, la France, c'est pourri, c'est mieux ailleurs. Donc, je suis parti ailleurs. Et je peux vous garantir que je suis revenu ici, donc c'est pas pour rien. Donc, c'est pas plus mal.
Mais ça m'a appris pas mal de choses parce que j'ai fait un séjour de 1 an au Canada. D'ailleurs, je regardais tes vidéos quand tu m'avais envoyé un message, c'était trop drôle parce que je me suis dit, putain, Uriel, j'ai vu ton évolution, il était incroyable aussi. Je regardais celle de Flo, pas mal de personnes. Et donc, quand je suis allé au Canada, j'ai appris énormément de tout ce que vous mettez en place, que ce soit l'ingénierie financière, les partenariats, tout ça. Quelque chose qui est très présent en Amérique du Nord, mais beaucoup moins en France. Et mon but, c'était de me dire, ok, je suis reparti du Canada pour plein de raisons, et notamment pour, comme on disait, la loi un peu anti-immobilier étranger, enfin les personnes qui viennent de l'étranger ou les résidents temporaires, ce qui était mon cas, qui ne pouvaient plus acheter du résidentiel. Ça, couplé à d'autres choses, on avait une opportunité dans le sud aussi, parce que là, il y a pas mal de choses à faire. Donc, on a décidé de rentrer, mais on a implémenté beaucoup de choses qu'on a appris au Canada. L'ingénierie financière, voir grand, ça c'est aussi hyper puissant, parce qu'aux États-Unis, on y va très très souvent, et beaucoup ce mindset-là, et les associations. Vraiment, les 3 combos, je pense qu'on arrive à faire des choses qui sont bien. Et ce que j'ai réussi à faire cette année, je pense que j'ai fait plus que cumuler sur mes 2-3 ans avant que j'avais fait en France avant de partir. Parce qu'en fait, j'ai plus de limites. J'ai des nouvelles stratégies, j'implémente plein de choses aussi. Et du coup, c'est hyper puissant. Et surtout, tu es beaucoup plus épanoui parce que maintenant, tu gagnes plus, tu as plus de temps et tu fais des choses qui te passionnent. Clairement. Et en plus, tu redonnes aux autres. Et c'est là où est-ce que, quand tu commences vraiment à avancer dans le domaine de l'immobilier, en fonction de ce que tu mets en place comme stratégie, et je le dis, ce qu'on fait là, ce n'est pas tout le monde qui va commencer comme ça. En général, vous allez commencer par quelque chose de plus petit. Et même si je vais être le premier à vous encourager à viser extrêmement grand, la réalité, c'est qu'il faut commencer de façon très stratégique, une étape les unes après les autres. Mais c'est que progressivement, tu vas arriver à un stade où est-ce que tu te rends compte que non seulement tu as plus de liberté en termes de temps, et aussi géographique. La réalité, c'est que toi et moi, on pourrait aller demain à un mastermind à Bali et continuer à gérer nos affaires à distance. Tu fais plus d'argent, donc tu as plus d'opportunités, tu as accès à plus de monde, tu as accès à plus de cultures différentes qui te nourrissent et qui te font grandir. Mais surtout, tu construis quelque chose qui t'appartient à toi et à tes proches. Et ça, je pense que c'est c'est vraiment les drivers qui, moi aussi, m'ont poussé à démissionner. Quand j'ai réalisé que sur une opération, je pourrais faire mon salaire annuel, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là en fait? C'est ça. Et il y aura toujours un moment où est-ce que vous aurez peur de vous lancer. Il y aura toujours un moment où est-ce que vous allez vous dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Exactement comme Sandra. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui aujourd'hui ont envie de se lancer, que ce soit dans l'achat-revente, dans la détention long terme, dans l'investissement, peu importe la stratégie qui vous correspond, qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui ont peur? Moi, j'ai toujours le même process, même pour la réalisation d'une opération, c'est que je mets ce que j'appelle des garde-fous. C'est-à-dire que je mets des sécurités et j'essaie d'analyser, au pire, s'il se passe ça, voilà ce qu'il y a. Au pire, un peu comme un pacte d'associés où on essaie d'analyser les futurs problèmes potentiels, déjà les résoudre, et quand on est confronté, on sait quoi faire. Comme ça, au moins, on est serein. C'est un peu pareil, c'est que moi, je me suis dit, ok, je suis en France, si je quitte mon job demain, je retrouve un autre si vraiment j'ai envie. Comme au Canada, le chômage est quand même très bas. Je me souviens quand j'étais au Canada, tout le monde cherchait à recruter des personnes. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans l'absolu, tu quittes ton job, tu peux en retrouver un le lendemain si vraiment tu es motivé. Donc, à partir de ça, à partir du moment où tu as un peu d'argent de côté, que tu as des compétences qui peuvent se valoriser sur le marché du travail, j'ai envie de te dire, on est dans la meilleure ère de l'humanité pour prendre des risques. Même, j'ai envie de te dire, tu crées un business online et tu peux même commencer à gagner 1000, 2000 dollars ou euros assez facilement, quoi. Et la peur est une illusion à la fin de la journée. Ce matin, j'avais un avion à prendre justement pour venir à Nice. Je me couchais tard hier parce que forcément, j'étais avec mes enfants. On s'est pas mal promené dans Paris, donc je suis rentré très tard. Et je devais me réveiller à 6h30. Une demi-heure pour me laver, faire du sport, m'entraîner, méditer et ensuite prendre la route. Je devais partir à 7h de la maison, arriver à l'aéroport à 7h30 pour un vol qui part à 8h30. Okay. Bien sûr, j'ai traîné dans le lit en me levant le matin, mes pompes ont pris plus de temps que prévu, il y avait des embouteillages sur le chemin et pendant tout le trajet, je me disais « Oh, je vais avoir peur, je vais rater mon avion, je vais rater mon avion. » Puis il y a une petite voix qui m'a dit « Uriel, pourquoi tu as peur de rater ton avion? Le pire qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais appeler Maxence en lui disant « Je suis désolé, j'ai raté mon avion, je m'excuse parce que tu avais prévu du temps pour moi et donc je respecte ça, je suis respectueux du temps des autres. Est-ce qu'on peut reprogrammer? Au pire des cas, ça va me coûter un autre 200 € pour acheter un autre billet d'avion. Au pire des cas, ce qu'on devait faire aujourd'hui, on le fera dans une semaine ou dans 2 semaines. » C'est ça. La réalité, c'est que la peur est une illusion en fait. Mais clairement. Les gens ont souvent peur de quelque chose qui n'est pas arrivé,
Que vous ayez peur ou pas, si ça doit arriver, ça va arriver. Si ça ne doit pas arriver, ça ne va pas arriver. Ça ne sert à rien de mettre de l'énergie sur quelque chose qui est dans le futur. Par contre, ce que ça fait la peur, c'est que ça empêche les gens d'agir. Ouais. Moi, la manière dont j'aime souvent rephraser les choses, c'est de dire, au lieu d'avoir peur que quelque chose de mal va arriver, je vais avoir l'espoir que quelque chose de positif va arriver. Toujours. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un momentum en moi qui va me pousser à prendre les bonnes actions. Les bonnes actions, c'est rouler un peu plus vite sur l'autoroute, par exemple. Les bonnes actions, c'est par exemple, quand j'arrive dans le parking, de prendre un valet qui va me coûter, oui, un 20 € à Orly, mais au moins, je lâche ma voiture plus vite et j'arrive plus rapidement dans le lobby. Tu arrives à trouver des solutions. Trouver des solutions. Donc là, j'ai shifté mon mindset en me disant, on va se mettre en mode solution et non en mode problème. Je suis arrivé, j'ai des gens j'ai demandé à des gens de m'aider pour passer plus rapidement les contrôles et j'ai eu mon vol. Alors que si j'étais resté cramponné sur la peur, j'aurais peut-être raté mon vol. Oui, il n'y aurait pas eu mort d'homme, mais on aurait raté l'opportunité d'avoir la conversation qu'on a eue aujourd'hui. On l'aurait eu plus tard. On aurait eu plus tard. Ouais, c'est sûr. Mais le point de dire la chose suivante, c'est que ne vous laissez pas arrêter par une peur de quelque chose qui n'est pas arrivé et laissez-vous plutôt driver par l'espoir de quelque chose de positif. Ouais. Toi et moi, on ne s'est pas concerté sur ce que je viens de dire là, mais je pense que tu le dis aussi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on amplifie beaucoup les peurs. Et finalement, quand on relativise, moi, j'aime même dire exactement comme toi, au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui. Bon, tant qu'il n'y a pas la vie de quelqu'un en jeu. C'est ça. Et ça amène finalement à la question du mindset, qui, je pense, a été primordial dans tout ce que tu as fait. Tu as parlé un peu des États-Unis, de 10X, on a parlé de Grant Cardone, de voir gros, de voir grand. Quelle est la place du mindset dans ta vie de tous les jours? Je pense que c'est limite la numéro 1. Parce que... Avant ta femme ou après? Ah bah, toujours après. Il y a ma femme et mon fils, et après, il y a... Mais en gros, d'un point de vue vraiment pro, pour moi, c'est hyper important. Un truc tout bête. Pourquoi j'ai jamais réussi à faire 5 millions avant de partir de France, et là, je reviens en un an, je fais 5 millions, enfin, on enclenche sur les 18 prochains mois, enfin, les 18 premiers mois qu'on est là, 5 millions. C'est juste le mindset, parce qu'en fait, tu te mets pas de limite dans ce qui est possible de faire. Pourquoi? Parce que tu parlais de Grant Cardone, je suis allé le voir à Miami. J'ai aussi essayé de connecter avec Manny Kochbin qui avait fait pour 700 millions d'euros d'immobilier. Alors, c'est un immigrant qui n'avait pas d'argent et ainsi de suite. Luc Poirier, pareil, je me suis beaucoup inspiré de lui. Et en fait, tu dis, mais des gars comme ça, c'est juste que dès qu'ils y vont, tu vois. Et dès que je suis revenu là, on parlait de partenariat. Moi, je suis pareil que toi, je suis rugbyman aussi, donc c'est beaucoup un sport d'équipe. Et c'est grâce à ça, ou à Lyon, à l'époque. Quelle position? Talonnaire. Moi, j'ai joué flanqueur. J'ai joué 7. Ok. Excellent. Je jouais 7. Un peu derrière moi. Ouais. C'est nous qui nettoyons derrière vous. Et du coup, mon associé était aussi issu du rugby. Et du coup, on s'est retrouvés là dans le sud de la France. Et en fait, je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais l'idée, c'est le fait de... Je m'associe toujours avec des personnes. Là, je me suis associé. Et en fait, je revenais de l'Amérique du Nord avec une vision hyper... Et ce que j'ai dit à mon associé, dès qu'on est arrivé, viens, on s'associe, on va faire un peu d'IMO ici. Il m'a dit, let's go. Et il m'a dit, en gros, le premier challenge, c'était cette année, si on fait une opération à 100 000 € de bénéf, on est cool. On l'a fait, on calibre le truc, en quelques mois, c'est torché. Donc je regarde, je dis, non, maintenant, ça va être 500 000. Il dit, mais 500 000, c'est beaucoup. Je dis, c'est pas grave, let's go, on y va. On y va, 6 mois après, c'était terminé, tu vois, on avait déjà atteint les 500. Et je dis, maintenant, c'est 1 million, tu vois. Et là, on va arriver plus proche d'ici les 18-24 prochains mois à 3 millions, je pense, de marche. Et si ça continue comme ça, parce qu'on a plein de projets qui arrivent. Et en fait, c'est plus tu es dans l'action entraîne l'action. Et c'est vrai que quand tu commences à te dire, je vais me concentrer sur un problème que lorsqu'il arrivera, et déjà, ça t'évite plein de problèmes et plein de potentiels problèmes. Et donc, tu arrives, tu passes à l'action, tu as des problématiques, tout le monde a des problèmes, mais tu analyses que les problèmes auxquels tu es confronté. Et c'est surtout que c'est en réglant des problèmes que tu fais de l'argent. Tout le temps. J'en parlais la semaine dernière avec David et je lui disais, le but pour moi, ce n'est pas de me jeter par-dessus un pont pour aller rencontrer des problèmes, mais le jour où est-ce que je rencontre des problèmes, il y a une joie interne de me dire, j'ai l'opportunité de régler un problème, donc je vais forcément faire du cash. Mais en plus, je vais apprendre une compétence supplémentaire. Quelle est la place pour toi de l'apprentissage continu dans ce que tu fais aujourd'hui comme métier de marchand de biens et dans tous tes business finalement? Moi, j'apprends tous les jours. En fait, je suis autant... C'est un peu ce que j'aime bien dire. Autant je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai jamais autant appris qu'après mes études, si tu veux. Parce que pour moi, les études, c'est bien. Ça te permet d'avoir une méthodologie, ça te permet d'avoir une façon de penser, chose que j'ai pas forcément eu et pas forcément fait. Mais je pense que le plus important, c'est ce que tu vas faire après. Parce que oui, tu peux sortir ingénieur, c'est très bien, mais si tu restes toute ta vie ingénieur,
tu ne pourras pas non plus évoluer. Je dénigre absolument pas, parce qu'il y en a qui sont très heureux là-dedans, mais c'est juste que si tu as envie de bien réussir ta vie, de gagner beaucoup d'argent, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, c'est ce but-là, bah, c'est l'apprentissage continu. Comme je te disais, il n'y a pas un jour où je ne regarde pas une vidéo. Avant de partir, par exemple, au Canada, je regardais tes vidéos, je regardais les vidéos de Flo, je regardais plein de vidéos aussi, parce que bah, c'est hyper important de se préparer, d'apprendre, de se challenger, toujours comme ça. Et même des fois des sujets qui ne sont pas forcément précis dans ce qu'on veut faire, parce qu'on arrive à faire des rapprochements avec d'autres. On parlait de dev perso, c'est pas de l'immobilier pur, mais c'est tout aussi important. Mais après, il peut y avoir des choses sur de la macroéconomie. Si tu analyses mieux la macroéconomie, tu pourras mieux prédire de l'immobilier. Enfin, il y a plein de choses, plein de parallèles que tu peux faire dans plein de domaines. Donc, c'est pour ça que j'adore être assez ouvert et surtout discuter avec beaucoup de gens qui sont, eux, passionnés dans leur domaine. Ça peut être, par exemple, j'ai n'importe quoi, un viticulteur. Parce qu'on peut réussir à trouver des choses, trouver des alchimies, trouver des opportunités ou des choses qu'on peut dupliquer, qui s'apprend dans un domaine et comme ça. Un peu comme ce que j'ai appris au Canada et que j'ai appliqué en France et ça marche, si tu veux. Surtout qu'à un moment, quand tu commences à faire bien gagner ta vie, on va le dire, c'est que tu commences à avoir plus de temps. Ouais. Et donc plus de temps à investir dans des passions exact. Qui peuvent aussi être lucratives. Ouais. Je me suis mis au golf il y a quelques années parce que j'avais un proche autour de moi qui en faisait. Le nombre de contacts que j'ai développé à travers ça, c'est fou. Mon swing est toujours aussi pourri, par exemple. C'est pas grave. Ton répertoire est blindé maintenant. Exactement. Pour quelqu'un qui veut apprendre l'achat-revente, est-ce que tu sais nous dire c'est quoi un peu le type d'opération qu'on peut s'attendre à faire, les types de stratégies qu'il y a dans l'achat-revente? Ouais, alors moi, si tu veux, je vais te parler vraiment de la France parce que c'est vrai que le Canada, c'est différent. Déjà, le flip, c'est moins en vogue en ce moment. Mais en France, tu as plein de possibilités. Tu peux acheter, rénover, revendre, acheter, diviser, revendre, acheter, convertir, par exemple, et revendre. Un bureau que tu vas acheter moins cher au mètre carré, si tu le convertis en habitation, si tu as le droit de le faire et si tu peux le faire, et si ça reste rentable de le faire, tu peux le faire aussi. Tu peux, par exemple, nous, il y a certains biens, on va acheter, rénover, lancer en Airbnb avec mettre en place une bonne rentabilité et revendre un business qui tourne, tu vois. Avec la conciergerie, tac, tac, tu sais que tu vas gagner temps, tu vois, donc tu arrives à revaloriser. En fait, nous, toujours dans cet esprit de résoudre des problèmes, on analyse un bien, on analyse surtout le problème qu'il a. Est-ce qu'on peut le résoudre ou pas? Oui. À quel prix? Est-ce que c'est rentable? Oui. Bah, dans ce cas-là, on va le faire. Ici, par exemple, c'est une maison de ville. La problématique, c'est que c'est plus adapté à une clientèle parce que, bah, comme je te disais, il y avait le salon tout en haut, les chambres, la cuisine. Enfin, vraiment, c'est sur 3-4 étages et du coup, c'est pas vivable. Les personnes veulent tout sur le même étage maintenant ou au maximum un étage. Donc, personne ne veut acheter ça. Nous, on le divise en immeubles. On fait un appartement par étage et on revend ça. Donc, en fait, on trouve un bien qui a un problème qui se vend pas ou peu cher ou moins cher où on peut négocier. On corrige le problème, c'est rentable et on revend et on fait une plus-value. Je parle souvent de repositionner un actif, c'est-à-dire de voir quelque chose qui a un certain potentiel, peut-être pas dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui, mais de le repositionner pour le rendre disponible à une clientèle très précise. Parce que tu parles, par exemple, de relouer en Airbnb. Le but derrière, c'est d'aller chercher un investisseur qui est peut-être à l'autre bout du monde, qui n'a pas envie de chercher le bien, de le rénover lui-même, de tout gérer à distance, mais qui veut acheter un rendement. Si tu peux lui prouver que sur les 6 derniers mois, voici le rendement qu'a eu ce bien-là, il va t'acheter un rendement. Exactement. Toi, ça te permet de revendre à un prix au pied carré plus élevé que tu as acheté. Absolument. Ce qui est intéressant. Ou bien, quelqu'un qui veut acheter pour habiter, tu lui crées un logement qui correspond à son besoin, qui est plus adapté au marché actuel. Donc, c'est beaucoup avoir la capacité à avoir une certaine vision. Certaines personnes ont du mal à faire ça. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont du mal à se projeter, à avoir cette vision-là pour qu'ils puissent se lancer? Visiter. En fait, moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je connaissais rien à l'immobilier et je parle de ça il y a plus de 10 ans. T'existais pas sur YouTube, j'existais pas sur YouTube, il y avait personne qui existait sur YouTube, donc c'était compliqué d'avoir des infos, à l'inverse de maintenant. Et du coup, la seule chose que j'ai fait, j'ai visité. T'es curieux, tu discutes avec des gens, tu challenges un peu les idées. Moi, j'adore discuter avec une personne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas me dire ton point de vue, je vais être d'accord ou pas. Je vais peut-être être pas d'accord sur 80%, mais le 20% que je vais être d'accord, ça peut me servir. Donc, ça permet de se challenger, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que le terrain. On visite, on discute, on négocie. Et en fait, évidemment, la première visite, vous n'allez pas savoir quoi faire. Si demain, vous avez une checklist, vous avez, même vous affinez votre checklist, vous affinez les questions qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, les choses comme ça, il n'y a rien de mieux que l'action, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Et l'expérience, on l'apprend qu'en passant à l'action, quoi. En étant sur le terrain, en étant confronté à la réalité du marché. Tu vois, quand je suis arrivé ici il y a 1 an,
Je connaissais rien ni personne. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est au lieu de faire une visite par semaine, j'en faisais 5 par jour. Tu vois, parce qu'il faut se donner les moyens, en fait. Je souris parce que, honnêtement, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Puis, je t'entends parler, j'ai l'impression de voir ma vie défiler. Quand je suis arrivé au Canada, les week-ends, j'avais des potes qui allaient en boîte, j'avais des potes qui allaient en République dominicaine, qui allaient à Cancun. Et moi et ma femme, ce qu'on faisait, on visitait des liens. C'était vraiment l'activité du week-end. Les dimanches, on allait à l'église le matin, puis on sortait de l'église. On n'avait même pas de voiture à l'époque. On revenait de Longueuil, Nouvelle-Vie. On se tapait le métro pour revenir à Berry-UQAM. Puis à partir de là, on avait accès à la ligne jaune et à la ligne verte. On allait faire des visites. On allait faire des visites, des visites et des visites. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le premier duplex qui a changé ma vie, au fait. Il n'y a rien de mieux que d'être en contact du terrain, mais aussi d'avoir les bonnes connaissances. Absolument. Et c'est quand tu combines les deux, tu es en mesure de faire de belles choses. C'est quoi un peu la suite pour toi, là? Là, tu es bien installé, tu commences à avoir quelque chose qui roule très bien. C'est quoi la suite pour toi? En fait, nous, l'idée, c'est de développer l'écosystème que je suis en train de créer sur la Côte d'Azur et partout en France, d'ailleurs, où on a notre activité de marchand de biens, où on va récupérer quand même pas mal de capitaux, on a des prêteurs privés qui nous font confiance. Et en parallèle, j'ai créé un club qui permet d'accompagner des personnes à faire de même. Donc, on a de la formation, on a de l'accompagnement, on a du suivi, on peut aller même sur le terrain, vous venez visiter mes projets, enfin, c'est un vrai club d'affaires. On vous met à disposition, banquier, tout ça, un peu comme ce que tu peux faire au Canada aussi. Et maintenant, on a créé un fonds d'investissement où on prend part dans les projets des participants pour ceux qui le souhaitent. Je pense par exemple à Hervé, il a un projet à plus de 500 000 euros. Nous, on apporte la mise de fonds, donc l'apport, plus le partenaire financier. On finance le projet, on fait 50-50. Et c'est ça qu'on va vraiment venir développer, où en même temps, on aide des personnes à se lancer, à faire leurs premières expériences et gagner de l'argent. En même temps, nous aussi, ça nous en fait gagner. Donc, ça permet vraiment de créer un écosystème. Donc, l'idée, c'est d'ici les 3-5 prochaines années de scaler cette partie-là. Parfait. Pour ceux qui veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter, comment ils rentrent en contact avec toi? On a eu une conversation brève tout à l'heure par rapport justement à toutes les bonnes choses que tu peux faire avec les capitaux parce que tu as accès à des opportunités, tes opportunités et celles aussi qui viennent à travers tes étudiants. Tu es en mesure de pouvoir vêter, savoir si les projets sont bons ou pas. Du coup, tu es en mesure de donner un rendement assez intéressant. Tu l'as fait sur les dernières années et on peut le vérifier. Du coup, s'il y a des gens qui souhaitent, par exemple, participer à tes projets, je te pose la question, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Non seulement j'ai mes propres capitaux, la Côte d'Azur, on y mange super bien, alors forcément, ça m'intéresse. Et aussi, j'ai des clients qui me disent, Uriel, écoute, là, on commence à faire un peu de cash en France. C'est vrai qu'on est plus, au Canada, excuse-moi, on est plus sur une logique patrimoniale de développer un patrimoine. Mais c'est sûr que si on peut avoir un peu de rendement en France, on serait intéressé. Est-ce que tu pourrais nous structurer quelque chose ou est-ce qu'on peut passer à travers toi et des partenaires que tu aurais vêtés pour pouvoir investir en France? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Alors déjà, je tiens à te dire que je trouve ça très bien comme analyse parce que moi, j'ai beaucoup investi aux États-Unis quand le dollar était beaucoup plus faible que l'euro. Et ça, il y a pas mal d'années. Et quand le dollar a explosé à la hausse, au-delà de la performance même et inhérente au bien immobilier, tu as la performance de la monnaie. On parlait de pays un peu plus exotiques. Moi, j'ai du mal parce que tu sens que la monnaie peut être dévaluée fortement, ce qui n'est pas le cas de l'euro, le dollar canadien ou le US dollar. Mais au moins, tu arrives à avoir une analyse où tu te dis, je peux faire un exit là. Peut-être sur le bien immobilier lui-même, ça ne va pas être le meilleur exit, mais avec le taux de change, là, par contre, ça peut être jackpot. Donc ça, c'est bien. Et après, je pense qu'en fonction du montant que vous avez et que vous êtes prêt à allouer, me contacter directement sur Instagram, un peu comme ce qu'on avait fait, studio interposé, on se fait un Zoom, on analyse votre stratégie, plutôt agressif avec plus de performance ou plutôt bon père de famille, un peu moins de performance, plus de garantie. Voilà, ça permet vraiment de sonder le montant aussi, parce que c'est soit on peut proposer un rendement sur l'argent qui est prêté, soit une prise de participation directe dans le projet, donc un meilleur rendement, mais plus de risque entre guillemets aussi. Donc ça dépend directement du montant que vous avez à investir. Et ensemble, on peut le déterminer dans un premier temps sur Instagram, Maxence Chabert, donc CHAWRT. Et voilà, vous pouvez le trouver assez facilement. Parfait. Je mettrai son contact en bas dans la description. J'ai encore plein de questions sur comment tu as géré les difficultés au début, comment tu as géré la perception de l'entourage, comment tu as géré les haters, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Et finalement, plus ce côté entrepreneur qu'un peu et moins immobilier. On s'en parle dans le prochain épisode. Ça marche. Ciao. Merci à toi.